Imaginons un immense désert, un truc parfaitement plat, totalement vide, qui s'étend vraiment à perte de vue. D'accord, je visualise bien. Le désert absolu. C'est ça. Et là, on a une personne qui marche en ligne absolument droite depuis le nord, sans jamais dévier de sa trajectoire. Ok. Et on a une autre personne qui marche elle aussi en ligne droite, mais qui vient de l'est. Et si on s'arrête 2 secondes pour y réfléchir, quelles sont les chances exactes pour que les trajectoires de ces deux voyageurs se croisent très précisément, genre sur un seul et unique grain de sable de cet immense désert? Bah, intuitivement, on aurait tendance à se dire que c'est une coïncidence complètement impossible, enfin une probabilité qui frôle le zéro. Grave, Parce que l'espace est tellement vaste et les lignes y sont tellement fines, quoi. c'est clair, ça paraît invraisemblable. Et pourtant, les principes de la géométrie, bah, ils nous prouvent que non seulement c'est pas impossible, mais qu'en fait, si leurs trajectoires ne sont pas strictement parallèles, c'est une certitude mathématique absolue. Une certitude absolue. Exactement. Ce croisement est inévitable. Ils finiront par marcher sur ce même grain de sable. Ah ouais, c'est complètement vertigineux quand on y pense comme ça. Et en fait, c'est très exactement la prémisse de notre exploration en profondeur d'aujourd'hui. On a sous les yeux une source vraiment étonnante. Oui, un document de cours. Voilà, un document qui s'intitule Senajimats. Et en apparence, ça décortique une notion euh, hyper scolaire qu'on appelle le fameux système d'équation du premier degré à deux inconnus. Ah, ça rappelle des sueurs froides à beaucoup de monde au collège, ça. C'est clair. Mais bon, décortiquons tout ça. La mission de notre analyse aujourd'hui, c'est absolument pas de réviser de vieilles formules poussiéreuses, hein, Non, surtout pas. ni de faire du calcul mental. Le but, c'est vraiment d'enquêter sur la philosophie qui se cache derrière ces équations, de comprendre comment, avec une précision chirurgicale, elles arrivent à forcer une rencontre entre des forces qui ont l'air complètement indépendantes. Et c'est une excellente porte d'entrée, je trouve. Parce que pour vraiment apprécier cette mécanique, il faut accepter de voir les équations, pas juste comme des suites de lettres froides sur un tableau, Ouais, mais plutôt comme des descriptions formelles de notre réalité. En fait, les mathématiques, c'est juste un langage. un langage pour traduire les contraintes du monde, c'est ça. Tout à fait. Et avant même de parler d'un système complexe qui relie plusieurs contraintes, la première étape, c'est de comprendre l'atome de base de ce langage. L'équation linéaire isolée. Voilà, l'équation toute seule. Et sur le papier, dans le document, on nous la présente souvent sous sa forme la plus générique, genre un certain nombre de x plus un certain nombre de y donne un résultat fixe. Le fameux AX plus BY égale C. Exactement. Mais prenons un exemple tangible, un truc de tous les jours. Imaginons que cette équation, c'est une contrainte budgétaire très stricte. Ok, on fait les courses. C'est ça. J'ai très exactement 4 euros en poche, pas un centime de plus, pas un centime de moins. D'accord. Et je rentre dans une boutique pour acheter des pommes. Ces pommes, on va les appeler X. Ok. Et elles coûtent 2 euros pièce. Et je veux aussi des poires qu'on va appeler Y et qui coûtent 1 euro pièce. Donc l'équation de mes finances, elle est implacable. 2 fois la quantité de pommes plus la quantité de poires, ça doit faire 4. 2 fois X plus Y égale 4. Boum. Et c'est là qu'intervient une notion vraiment, mais alors vraiment capitale dans le document, c'est celle du couple solution. Le couple solution, ouais. Parce que dans ce scénario, on ne cherche pas la valeur d'un seul truc tout seul. On cherche un duo, une combinaison de X et de Y qui, ensemble, valide la règle de tes 4 euros. C'est une recherche de compatibilité au final. Exactement. Et si je teste des trucs de mon côté, ben, je peux en trouver des duos qui marchent. Par exemple, je décide d'acheter une seule pomme. Ça te coûte 2 euros. Ouais, il m'en reste 2. Donc je peux ajouter 2 poires à 1 euro. Bilan des courses, 4 euros. Point. Le couple formé par le chiffre 1 pour les pommes et le chiffre 2 pour les poires, ça marche nickel. Ça satisfait pleinement l'équation, oui. L'égalité est vérifiée. Mais le truc fou, c'est que la logique mathématique, elle s'arrête pas aux fruits du supermarché. Ah bon? Bah non. Elle pousse le concept beaucoup plus loin. L'équation, elle s'en fiche que tu puisses pas acheter des moitiés de pommes ou des pommes négatives. Ah, des pommes négatives. Bah oui. Si on intègre les valeurs négatives, en imaginant par exemple un système de crédit ou de dette, Ah, je vois. la règle, elle continue de fonctionner. Mathématiquement, tu pourrais très bien attribuer à X une valeur de -3. Donc, moins 3 pommes à 2 euros, ça me fait un solde de moins 6 euros. C'est ça. Et pour compenser ce trou de -6, tu pourrais attribuer à I une valeur de 10. 10 poires à 1 euro, donc plus 10. Moins 6 plus 10, bah ouais, ça fait bien un total de 4 euros. Et le couple -3 et 10 devient une solution parfaitement valide. C'est fascinant quand même.
Parce que tant que la balance atterrit sur le bon résultat, la nature des nombres, on s'en fiche un peu. Totalement. Du coup, si j'accepte les nombres à virgule, les fractions et ces fameux nombres négatifs, je réalise un truc. C'est qu'il n'y a pas juste une ou deux manières de respecter mon budget, Il y en a combien? une infinité. Il y a une infinité de combinaisons possibles. Je pourrais littéralement passer l'éternité à faire des listes de nombres qui marchent pour cette ligne de calcul. Et c'est ce qui est fascinant ici, c'est très exactement ça, le drame d'une seule équation. Le drame. Oui, parce que ce vertige de l'infini, en fait, c'est de la liberté excessive. Sans une limite supplémentaire, c'est impossible de trouver une vérité unique. Tu veux dire qu'on ne peut pas trancher? Bah non, on navigue dans un océan de possibilités sans jamais pouvoir s'arrêter sur une réponse définitive. L'absence d'une deuxième contrainte, ça nous condamne à une incertitude perpétuelle. Ok, je comprends. Donc, si je veux forcer une décision claire, il faut que je restreigne cette liberté. Il faut ajouter une nouvelle règle. Voilà, c'est ça la clé. Et j'imagine que c'est là qu'on entre dans le concept du système d'équations, non? Tout à fait. C'est le cœur du sujet de notre document Senjai Maths. On prend cette première règle qui nous donne trop de choix et on lui colle une deuxième règle qui est totalement différente, mais qui a aussi sa propre infinité de solutions. C'est le principe du filtre. En fait, ça devient un exercice de diplomatie mathématique. Ah, j'aime bien l'idée de diplomatie mathématique. Ben ouais, parce qu'il s'agit de découvrir la seule paire de nombres qui arrive à contenter les deux équations en même temps. On cherche le point de consensus absolu. Par exemple, le cours donne ce système 2x plus 3y égale 8. Et en dessous, 4x plus y égale 6. Exact. Et là, si je teste le couple 1 et 3, donc x égale 1, y égale 3. Voyons voir. Pour la première équation, ça ferait 2 fois 1, ça fait 2, plus 3 fois 3, 9. 2 plus 9, ça fait 11. Et 11, c'est pas du tout 8. Donc le couple est rejeté. Il échoue au premier filtre. Mais si je teste 1 et 2, Alors là, 2 fois 1, 2, plus 3 fois 2, 6, 2 plus 6 égale 8. La première est contente. et pour la deuxième, 4 fois 1, 4, plus 2, ça fait 6. Boum, Ah. ça marche pour les deux. Le consensus est trouvé. Mais attends, il y a une faille logique évidente si on fait comme ça. Laquelle? Si la première règle autorise des millions de couples possibles, et la deuxième aussi. On va pas s'amuser à tester tous les chiffres de l'univers, hein, jusqu'à trouver le bon. Ah bah non, clairement pas. Même si j'essayais 1000 combinaisons par seconde, les chances de tomber au hasard sur le duo parfait, elles sont proches de zéro. La méthode des essais-erreurs, c'est de la folie face à l'infini. Complètement. C'est voué à l'échec. Donc n'y a-t-il pas une méthode plus intelligente pour manipuler ça? Un moyen de les forcer à cracher la réponse? En mathématiques, on déteste deviner. Trouver la solution, c'est forcer les équations à révéler leur secret commun. Comment on fait ça du coup? On s'appuie sur une règle d'or. Tant que tu appliques rigoureusement la même opération mathématique des deux côtés du signe égal, la vérité de l'équation ne bouge pas. L'équilibre est préservé. Ah, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ça veut dire qu'on a le droit de torturer l'équation, de la tordre, tant qu'on maintient cet équilibre. C'est un peu radical comme terme, mais oui, c'est l'idée. Et le document propose 2 outils pour ça qui ressemblent vraiment à des stratégies de détective. Prenons la première, la méthode par substitution. Ah, la substitution, un grand classique. Moi, quand je regarde comment ça marche, ça me fait penser à un film d'espionnage, genre l'art du déguisement et de l'infiltration. L'analogie est très bonne en fait. Le souci d'un système, c'est qu'on a deux inconnus, X et Y, en même temps. Ouais, on parle 2 langues à la fois. Et notre cerveau n'aime pas ça. Le but de la substitution, c'est de tout traduire dans une seule langue. Ok, prenons l'exemple du cours. Le système, c'est 3x plus 2y égale 4. Et la deuxième ligne, c'est moins 2x plus y égale moins 5. Voilà. Alors, comment tu fabriques ton déguisement d'espion ici? Je regarde la deuxième équation, elle a l'air plus simple. Je décide d'isoler le y. Je veux qu'il reste tout seul d'un côté. Donc tu prends le moins 2x et tu le passes de l'autre côté. Exactement. Et en passant de l'autre côté, paf, il change de signe. Donc ça devient y égale 2x moins 5. Parfait. Et voilà, je viens de fabriquer un masque. Je découvre que mon y, en fait, il équivaut exactement à 2x moins 5. C'est un masque en x pour mon y. Et une fois que le masque est prêt, la phase d'infiltration commence, puisque y et cette nouvelle expression, 2x moins 5, représentent la même chose, tu peux les échanger. Je m'infiltre dans la première équation du coup.
La 3x plus 2y égale 4. C'est ça. Et à chaque fois que je croise un y, je le supprime sans pitié et je mets mon masque à la place. L'équation ne remarque rien vu que la valeur est la même. Mais visuellement, pour nous, ça change tout. Bah oui, le y a complètement disparu. Il reste plus qu'une longue ligne avec que des x, genre 3x plus 2 fois, entre parenthèses, 2x moins 5 égale 4. L'espion a contaminé le système. Et là, la forteresse s'effondre. On n'a plus qu'une bête équation à une seule inconnue. On regroupe les x, on fait nos petits calculs. Attends, on le fait pank. 3x plus 4x, ça fait 7x. 2 fois moins 5, ça fait moins 10. Donc 7x moins 10 égale 4. Je passe le 10 de l'autre côté, 7x égale 14. Donc x égale 2. Implacable. C'est magnifique. La première moitié du mystère est résolue. Et pour la fin? L'espion enlève son masque. On reprend notre définition de départ, le fameux y égale 2x moins 5. On sait que x vaut 2. Donc 2 fois 2, 4, moins 5, y vaut moins 1. Le couple solution est démasqué. 2 et moins 1. Franchement, c'est intellectuellement hyper brillant. Mais le document de Senjamat montre qu'il y a une deuxième méthode. Une philosophie totalement différente, qu'ils appellent la combinaison. Oui, la méthode par combinaison linéaire. Si la substitution, c'est l'infiltration en douceur, la combinaison, c'est plutôt l'affrontement frontal. Ouais, moi je vois ça comme une énorme balance de Roberval. Tu sais, ces vieilles balances en laiton avec 2 grands plateaux. Très bien, oui. Une équation, c'est une balance à l'arête en parfait équilibre. Ce qui est à gauche pèse le même poids que ce qui est à droite. Dans un système, on a donc 2 balances l'une sur l'autre. Ok. L'idée géniale de la combinaison, c'est de fusionner ces 2 balances pour en faire une géante. Mais le but de cette fusion, il faut le rappeler, c'est d'annihiler une des variables. Et pour que cette destruction mutuelle se produise, il faut absolument que les quantités d'une des lettres soient strictement opposées d'une balance à l'autre. Genre, si j'ai 5y en haut, il me faut moins 5y en bas. Exactement. Comme ça, quand tu les ajoutes, paf, 0. Sauf que dans la vraie vie ou dans les zone maths, ça tombe rarement pile du premier coup, hein. C'est pour ça qu'on doit manipuler les poids artificiellement. Toujours avec notre principe suprême, on a le droit de tout multiplier par un chiffre tant qu'on le fait à gauche et à droite du signe égal. Donc, je reprends notre système. 3x plus 2y égale 4. Et en bas, moins 2x plus y égale moins 5. J'ai 2y en haut, mais qu'un seul y en bas. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je prends la balance du bas et je multiplie tout par 2. Mais attention, je dois aussi inverser le signe pour créer l'opposition. Donc, je multiplie tout par moins 2. Alors, ça donne quoi? La ligne du bas devient 4x moins 2y égale 10. Et je fais pareil à droite. Et sous nos yeux ébahis, Les 2y et les moins 2y se percutent et s'annulent instantanément. Disparu. Évaporé. Il me reste que les x. 3x plus 4x, ça fait 7x. Et à droite, 4 plus 10, ça fait 14. 7x égale 14, donc x égale 2. et on retombe sur la même vérité mathématique. Le chemin choisi, que ce soit le déguisement ou l'affrontement frontal, ça n'influence pas le résultat. Le couple 2 et moins 1 reste inébranlable. C'est magique, mais c'est à ce stade précis de l'analyse du document que le gros changement de perspective arrive. Ah oui, le fameux moment Eureka. Ouais, parce que jongler avec des lettres abstraites, c'est sympa, c'est gratifiant, mais la source Sénagem nous invite soudainement à lever la tête de notre feuille de calcul. Et à regarder le monde visuellement. Exactement. Elle nous révèle que toute cette mécanique arithmétique un peu rigide, en fait, elle cache une dimension spatiale d'une élégance de dingue. L'algèbre se métamorphose en géométrie. Ce que le cours appelle la résolution graphique. Et c'est là que ton histoire de désert du début prend tout son sens. Ah oui, les marcheurs solitaires. Parce que la règle, c'est que chacune de ces équations, qu'on manipule depuis tout à l'heure algébriquement, Ouais. c'est en réalité l'empreinte codée d'une ligne droite tracée sur un plan à 2 dimensions. Faut vraiment qu'on insiste là-dessus parce que pour moi, c'est la révélation. Ça veut dire que nos histoires de budget, les manipulations bizarres de X et de Y, c'était pas juste un casse-tête arithmétique. Non, pas du tout. Une équation, c'est littéralement l'ADN géométrique d'une ligne infinie. Si je prends une feuille quadrillée avec un axe horizontal et un axe vertical, l'équation, elle dicte le chemin au millimètre près de cette droite. C'est la grande dualité des maths. L'équation,
Avec ces lettres, c'est le concept théorique. La ligne tracée, c'est son expression physique. D'ailleurs, tu te souviens quand on disait qu'une équation seule avait une infinité de solutions? Oui, l'océan de possibilités, là. Eh bien, géométriquement, cette infinité, c'est tout simplement la multitude infinie des petits points microscopiques qui, mis bout à bout, forment la ligne droite. Mais oui. Donc, si je tire le fil, créer un système de deux équations, ça revient littéralement à dessiner deux lignes droites indépendantes sur la même carte. C'est exactement ça. Et chercher la solution unique du système, le fameux couple qui satisfait les deux règles, c'est scruter la carte pour trouver l'unique endroit, le grain de sable, où les deux lignes se superposent. C'est le point d'intersection physique, la collision. C'est fou. Le point de rencontre, avec ses coordonnées sur la carte, c'est le même couple solution que nos espions et nos balances essayaient de calculer à l'aveugle. C'est la même vérité, exprimée dans deux dialectes différents. Mais, et c'est un grand mais, le cours précise une condition vitale pour que cette collision ait lieu. Laquelle? Il faut regarder l'inclinaison des lignes, leur pente, ou ce qu'on appelle les coefficients directeurs. D'accord. Si l'on vérifie, et qu'on s'aperçoit que les pentes sont strictement identiques, ça veut dire qu'elles ont la même inclinaison par rapport à l'horizon. Ah, donc elles sont parallèles, comme les rails d'une voie ferrée. Voilà. Et dans ce cas, elles auront beau s'étendre à l'infini, à travers l'espace, la distance entre elles restera la même. Donc elles se croiseront jamais. Jamais. Pas de collision, pas de solution. C'est une impossibilité catégorique pour le système. Mais par contre, si on prouve que les inclinaisons sont différentes, même d'une fraction de millimètre, Alors là, la géométrie scelle leur destin. Quelque part sur ce plan infini, elles sont condamnées à se percuter en un point unique. alors qu'est-ce que tout ça signifie vraiment au final, hein? Pourquoi est-ce qu'on s'émerveille autant devant deux lignes qui se croisent? Bonne question. C'est bien plus qu'un exo d'école. L'intérêt, je trouve, c'est que c'est une métaphore incroyable de notre façon de résoudre les tensions dans le monde réel. C'est vrai. La maîtrise de ces systèmes linéaires, c'est carrément le socle de la prise de décision rationnelle, que ce soit en économie, en ingénierie. Prenons l'économie, c'est l'exemple parfait. D'un côté, tu as la ligne des producteurs. Eux, plus le prix monte, plus ils veulent fabriquer en masse. La loi de l'offre, ouais. De l'autre, tu as la ligne des consommateurs. Eux, plus le prix baisse, plus ils ont envie d'acheter. Leurs pentes sont littéralement inversées, elles s'opposent frontalement. Et le point critique où ces deux lignes se rencontrent sur le graphe, c'est le prix d'équilibre du marché. C'est le seul instant de consensus parfait. Le conflit est résolu par ce point géométrique. On retrouve ça partout. En ingénierie, pour un pont suspendu, t'as l'équation de la solidité des matériaux face au vent et l'équation du poids maximal à ne pas dépasser pour que le pont s'effondre pas sous son propre poids. Deux forces qui tirent dans des directions opposées. Et face à ça, on ne fait pas un vague compromis au doigt mouillé. L'algèbre dit on peut trancher. On calcule ce point de croisement unique pour équilibrer la réalité physique. C'est rassurant en fait. Ça montre que face au chaos des contraintes multiples, l'ordre et l'optimisation sont possibles si on a la bonne grille de lecture. C'est une sacrée leçon de pragmatisme cachée sous des vieux X et Y. Tout à fait. D'ailleurs, si on accepte de pousser cette philosophie un peu plus loin, je voudrais te laisser sur une réflexion. Une question ouverte. Oh, j'adore ça, vas-y. Depuis le début, on parle de deux inconnus, nos fidèles X et Y. Géométriquement, ce sont des droites sur une carte plate. Notre fameux désert en deux dimensions. Un univers parfaitement plat, ouais. Facile à visualiser. Exactement. Mais la réalité est infiniment plus riche. Que se passerait-il si, pour affiner notre modèle, on devait ajouter soudainement une troisième inconnue, un Z à notre équation? Un Z. Oui. Est-ce que ces simples lignes plates ne se métamorphoseraient pas instantanément en d'immenses plans, de vastes surfaces qui flotteraient librement dans un espace en 3 dimensions? Oh waouh! Et résoudre ce système complexe, est-ce que ça voudrait dire qu'on essaye de forcer la collision de ces plaques infinies, cherchant désespérément ce point de contact microscopique en apesanteur quelque part dans l'immensité de l'univers? Ça donne littéralement le vertige. De quoi bien faire bouillonner le cerveau en attendant notre prochaine exploration.